Alors, c'est parfait. OK, l'exercice 1. Exercice 1. Euh, J'espère que ça ne vous a pas trop posé de problème. Bon, ici, en considérant un échantillon aléatoire de 200 étudiants de sexe masculin âgés de 22 ans, dont le poids et la taille ont été recensés. L'estimation de la régression du poids en fonction de la taille nous donne donc le poids estimé est égal à moins 99,41 plus 3,94 fois la taille, où on nous donne un R carré égal à 0,81 et la somme des erreurs est égale à 10,2, où poids et taille sont mesurés respectivement en livres et en pouces. La question petite, c'est quelle sera la valeur estimée du poids d'un homme de 70 pouces, de 65 pouces et de 74 pouces. OK. Donc, bon, ça c'est vraiment un exercice pour s'amuser un peu, pour comprendre un peu le principe donc, de la régression économétrique. Donc, ça c'est la variable Y, ça c'est une constante, ça c'est un coefficient fois donc la variable X. Donc, vous voyez que c'est Y chapeau, donc il n'y a pas d'epsilon. Donc, le Y estimé, donc le poids estimé est égal au coefficient multiplié par donc la variable X. Donc, pour chaque valeur donc, de X, on aura une valeur de Y chapeau donné. Pour chaque variable de X, on aura une valeur de Y. Donc, si vous prenez la taille égale à 70 pouces, donc vous aurez une valeur du poids donné. Donc, la taille égale à 65 pouces, vous aurez une valeur du poids donné. La taille égale à 74 pouces, vous aurez une valeur du poids donné. Donc, c'est essentiellement ça, donc, la question petite 1. Donc, le poids d'un homme de 70 pouces, donc le poids, ça fait moins 99,4 fois 3,94 sur 70 pouces. Donc, ça vous donne en fait 176,4 livres. OK. Donc, pour les autres aussi, vous remplacez donc la taille par 65, par 75, et puis vous aurez la valeur du poids qui correspond. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Non. OK. Et la deuxième question, c'est que un des étudiants a une poussée croissance tardive, a une poussée de croissance tardive et grandit de 1,5 pouces au cours de l'année. OK? Donc, l'augmentation est de 1,5 pouces donc, durant l'année. Quelle sera alors la variation attendue de son poids induite par son changement de taille? C'est aussi simple que ça aussi. Donc, quand on connaît la variation, donc, regardons directement le corriger. Donc, on sait que le poids est égal à ça. Donc, quand on prend la variation, donc le delta poids, la variation du poids, donc la variation de ceci, ça va faire 0 plus ceci fois la variation de la taille. Donc, si on connaît la variation de la taille, on aura juste à multiplier juste par 3,94, on aura la variation du poids. Donc, le poids aura bougé de 5,91. C'est parfait. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Il y a des questions? OK. Non. C'est parfait. Alors, le deuxième exercice, là, c'est que j'ai essayé de prendre un peu donc, le type de fonction de production de Cobb-Douglas. Donc, les économistes savent un peu ce que c'est. Et de le traduire un peu donc, en réalité économétrique pour voir okay, comment est-ce qu'on peut estimer les coefficients alpha et bêta et grand A même, donc à partir donc, d'une estimation économétrique. Okay. Alors, donc ici, on considère la fonction de production suivante à deux facteurs, le travail L et le capital K, correspondant à une technologie de type Cobb-Douglas.
Y égale à A, L exposant alpha, K exposant bêta, où alpha et bêta sont des réels compris entre 0 et 1, soit donc un échantillon. Okay. Donc, on essaie de regarder des observations indépendantes de la production, donc la quantité produite et les inputs qui sont utilisés, donc le capital et le travail en log. Et on essaie de répertorier ça donc pour n observations. Et on suppose que YI, on suppose qu'il y a une relation qui va lier donc la production avec le travail et le capital, donc de manière linéaire comme ça. Donc on veut vraiment qu'il existe ce type de relation où II sont indépendantes et identiquement distribuées suivant une loi normale, l'espérance mue de valence sigma. On suppose de plus que II est indépendante donc à L et K. Ok. Petit 1, c'est que on veut justifier cette équation. On veut justifier effectivement que cette supposition n'est pas anodine, que ça fait quand même son sens. Ok. Donc, quand on a ln2, on savait que y est égal à a exposant l exposant alpha, k exposant bêta, donc une fonction de type de position comme Douglas. Donc, quand on prend le log de tout ceci, on aura ln de y, ça fait ln de a plus alpha ln de l plus bêta ln de k. Et donc, petit y est donné par ln de grand y. Donc, on aura quelque chose de ce genre. Donc, de manière certaine. Donc, en termes économétriques, il faut ajouter donc, la perturbation, vu qu'il n'est pas sûr, vu qu'en régression économétrique, on suppose que c'est ce type de relation qui les lie, mais avec un thème d'erreur donné. Okay? Donc, la relation en question n'est pas anodine. Ça fait tout son sens si, dès le départ, on suppose que c'est cette fonction de production qu'on avait. Donc, assurément, le ln de y serait lié avec le ln de l et puis ln de k par une relation linéaire. OK. Donc, parfait. Alors, on dit interpréter en particulier le sens de la variable UI. Bon, le fait de la traiter comme une variable aléatoire signifie-t-il que la valeur de II est le produit du hasard pour l'entreprise I? OK. UI, c'est l'arrêt de prévision de la production de l'entreprise I. OK. C'est-à-dire que UI n'est pas connu d'avance parce que YI, c'est le niveau de production, L et K sont donc les intrants qu'il utilise. Donc, l'entreprise sait que s'il utilise telle quantité donc d'intra, telle quantité d'intra du travail, telle quantité d'intra du capital, ça produirait une quantité donc de l'output, donc de la production totale, ok, de manière certaine. Maintenant, donc, le U n'est qu'une erreur de prévision. L'erreur de prévision, ça veut dire que l'entreprise ne sait pas d'avance donc les chocs qui pourraient avoir lieu donc, dans l'économie. Par exemple, on est donc en 2019, l'entreprise essaie de faire une prévision donc, de sa production en 2020, ignorant qu'il y aura une crise de coronavirus qui va soit entraîner une baisse de la production, donc peut-être dans le secteur donc, de la restauration, ou bien une hausse de la production peut-être dans le secteur donc, de la fabrication des masques des nez. Donc, ça va dépendre donc de la conjoncture économique qui va influencer donc la valeur finale. Donc, le mu, en quelque sorte, vraiment, c'est une erreur de prévision. OK. Et UI est le produit du hasard pour l'entreprise I. C'est la seule composante sur laquelle elle n'a pas donc, la maîtrise. Donc, l'entreprise ne peut pas anticiper, suivre vraiment la valeur de mu I. Par contre, elle sait que si elle prend telle quantité donc, du travail, telle quantité du capital, elle peut avoir une idée donc, de la quantité de production qu'elle pourra avoir. Et c'est seulement cette variable I qui a
qu'elle ignore totalement. OK? Monsieur, s'il vous plaît, Oui. moi, j'ai pas compris c'est quoi l'objectif de tout ce qu'on a fait. En fait, pour les calculs, c'est clair, là, pour le logarithme et tout, mais j'ai pas compris qu'est-ce qu'on a fait. À quel niveau de cette question? Oui, 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 c'est... Donc, vous avez dit que le calcul, c'est correct, c'est ça? oui, 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 j'ai compris là, Mais pourquoi le on fait fait du ce calcul? logarithme. C'est ça? Oui, pourquoi Parce que on a d'abord, commencé par la ouais, fonction de Cobb-Douglas et c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on veut faire ici plutôt? ouais, d'abord, ici, c'est d'abord, donc j'ai commencé par des questions préliminaires pour vous montrer d'abord que, en fait, vous ne pouvez pas vous mettre non plus à estimer des relations, comme on prend les modèles MCO par exemple. Donc, les moyens carrés ordinaires, ça ne s'estime pas comme ça. Il faut qu'il y ait quand même une relation linéaire entre les variables. Okay? C'est-à-dire que le fait déjà de poser l'équation comme ça, okay? Ça c'est sous forme linéaire, ça c'est un modèle Mhm. linéaire. Ok, Okay? Mais ce modèle linéaire n'a de sens que, vous voyez, avec le logarithme, que si vraiment la production vraiment est de type Cobb-Douglas. Suppose que la fonction de production n'est pas de type Cobb-Douglas, c'est vraiment d'un type, je ne sais pas comment, bizarre, où y est égal à grand A plus hum, voilà, grand L est souvent alpha plus grand K est souvent bêta. Même si vous prenez le ln, ça ne va pas devenir de manière comme ça. On est d'accord, non? Donc, si on a ce type de fonction de production, vous ne pouvez pas vous mettre à estimer donc, les paramètres par donc, un modèle linéaire. d'accord. Vous voyez, on ne peut pas estimer. On peut pas estimer donc, les paramètres donc alpha, bêta par un modèle linéaire. Mais vu que on sait que c'est un type de fonction de production donc du Cobb-Douglas. Si on prenait le log, on va se retrouver dans un cadre comme ça. Donc, on peut se mettre à estimer donc les paramètres alpha, bêta par un MCO et être sûr que ben, c'est vraiment, ça cadre avec donc, les données et la réalité aussi. Parce que parfois, D'accord. vous serez amené à ne pas vraiment faire du MCO ou bien aller faire peut-être du maximum de vraisemblance ou en faisant peut-être d'autres méthodes d'estimation qui ne sont pas le moins carré. Okay. Donc là, l'objectif, c'est estimer alpha et bêta. Oui, c'est ça. L'objectif, c'est Et d'estimer pour, alpha et bêta. pour pouvoir les estimer avec MCO, on devra passer à la forme linéaire. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Et pour Mhm. le U que vous avez ajouté, Oui, parce qu'en économétrie, on a besoin forcément donc d'un terme d'erreur ah, ok, pour d'accord. écrire pour valider l'écriture sous forme économétrique. D'accord, ok, merci. Merci, merci. Ok, c'est parfait. Alors, et la question petit 2 maintenant, c'est que on veut écrire vraiment la relation petit 2 sous la forme matricielle comme ça, où Y, grand X, petit b et U sont les matrices que l'on déterminera et dont on indiquera les dimensions. Donc, bon, je vais le faire rapidement en même temps ici. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le premier individu ou bien la première entreprise aura une relation Y1 égale à A plus alpha 1, L1 plus bêta K1 plus mu 1. La première entreprise aussi aura quelque chose de cette forme-là, Y2 égale à A plus alpha L2 plus bêta K2 plus mu 2. Ainsi de suite jusqu'à YN égale à A plus alpha Ln plus bêta Kn plus mu n. Donc cette expression, vous allez voir que c'est comme il y a un vecteur de y1 jusqu'à yn qui s'écrit en fonction donc de cette matrice. Ok, donc c'est comme on a y1 jusqu'à yn, donc égale 1, 1, 1, 1, 1, L1 jusqu'à Ln aussi, K1 jusqu'à Kn, qui va multiplier alpha, non, A, alpha et bêta. C'est-à-dire que si vous prenez ça et vous multipliez par ça, ça va vous donner A plus alpha L1 plus bêta K1. C'est ça la première ligne, plus mu 1. Ensuite, la deuxième ligne, ça fait ça plus ça. Donc,
A plus alpha L2 plus bêta K2. Donc, vous avez transformé cette écriture sous forme donc de matrice où vous avez donc petit y égale à ça. La matrice grand X est donnée par ça. La matrice, le vecteur, le coefficient donc B est égal à ça. Et puis mu est égal à ça. OK? Où X est donc de dimension n lignes, 3 colonnes. OK? B est donc de dimension 3 lignes, 1 colonne. Mu est de dimension n lignes, 1 colonne. Est-ce que c'est clair à ce niveau-là? Comment est-ce qu'on quitte donc de cette expression? Oui, excusez-moi, ici c'est U ou c'est mu? Parce que mu, c'est plutôt la valeur moyenne, c'est ça, tandis que U, ici, c'est comme une terre d'erreur. Une terre d'erreur. C'est peu importe. Oui, c'est ça en fait, c'est l'erreur U. Oui. C'est U, mais ça importe peu. Ouais. Ok, c'est bon, merci. C'est bon. Donc, Monsieur, est-ce que vous allez nous envoyer la correction? Assurément. Oui. Merci. Ok. Alors, la question petit 3, c'est que maintenant on veut l'expression de B chapeau. Donc, ce B chapeau, bon, évidemment, on le connaît. On sait que les modèles MCO, quand on a un modèle comme ça, le B chapeau est donné par X'. Donc, le B chapeau est donné par X', X moins 1 fois X' Y. OK? Ou X', X, on a déjà connu. On sait que c'est cette matrice-là. Donc, son prime, et on sera transposé de l'autre. Donc, on aura quelque chose de ce genre. Et on aura X. Donc, X fois X. Si vous faites le calcul, donc ça fois ça fait 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 1 fois 1 jusqu'à une fois. Donc, ça va faire 1, N fois. Donc, ça fait N. Ensuite, ça fois ça fait 1 fois L1 plus 1 fois L2 plus 1 fois Ln. Donc, ça fait la somme des L. Donc, c'est ça qui est là. Donc, on fait ça fois ça. Ça fait la somme des K. Après, vous allez faire ça fois ça. Ça fait la somme des L. Si on fait ça fois ça, ça fait la somme de L carré. Ça fois ça fait la somme de L fois K. Donc, L1 fois K1 plus L2 fois K2, et ainsi de suite. Ensuite, vous allez faire ça fois ça fait la somme des K qui est là. Ensuite, vous allez faire ça fois ça, donc ça va faire encore la somme des LI, KI. Ensuite, vous allez faire ça fois ça, donc ça fait la somme des KI au carré. OK? C'est parfait. Voilà, donc si vous voulez encore aller plus loin, c'est là qu'ils peuvent aller en disant, OK, je vais calculer aussi X' fois Y. Donc, vous prenez ça, vous multipliez par Y1, Y2 jusqu'à YN, et puis vous pouvez faire le calcul. Ensuite, vous multipliez maintenant tout ceci fois donc X', Y. Bon, ça vous donnera un travail laborieux. Rassurez-vous, on ne vous donnera pas à l'examen comme ça pour faire ce genre de calcul. Mais moi, je veux juste vous amener dans ça pour vous faire voir, OK, cette expression de X' moins 1 fois X' Y, qu'est-ce que ça renferme? Okay? Qu'est-ce que ça contient en fait? C'est juste pour vous donner, vous familiariser avec ça. Mais ce genre de calcul où on multiplie les matrices, on les fait ceci et tout ça, on ne vous demandera pas à l'examen. OK? Parfait. Donc, c'est ça. Donc, les 6... les 6-2. Les 6-3 aussi, donc j'essaie de prendre donc quelque chose avec trois variables explicatives, ou bien 3 dimensions, pour vous montrer aussi un peu, vous habituer un peu
un peu avec x', x', c'est quoi dans le fond, et puis faire quand même quelques tests. D'abord, est-ce que vous avez déjà fait les tests? Oui. Non, jamais. Pardon? Non, jamais. On n'a jamais fait le test. Ok. Mais je vais vous donc l'introduire comme j'avais déjà fait donc comment le rappel sur les statistiques de students. Donc, quand je vous expliquais, donc, on fait donc la division d'une loi normale par donc, la racine carrée de 1 qui 2. Donc, je vais essayer de l'introduire ici. Le professeur va l'aborder encore dans le cours, beaucoup plus profondément. Et donc, vous allez pouvoir faire le TP avec. Donc, parce que dans le TP, il y a des questions qui sont liées à ça. OK? Parfait. Ok. Donc, arrêtez-moi s'il y a quelque chose qui est un peu lourd pour vous. Ok. Je vais vous l'expliquer. Alors, donc, on nous donne un modèle linéaire sous cette forme. Donc, quand vous voyez ça comme ça veut dire que, bon, petit t va aller de 1 jusqu'à grand T. Ok. Mais c'est ça, c'est une ligne. Hein, c'est l'équation d'une ligne avec alpha 1, alpha 2, alpha 3. Donc, les coefficients qu'on doit estimer. X2, X3 sont les variables en fait qu'on connaît bon, avec la constante, donc qui fait 1. Donc, on aura 3 variables, mais essentiellement 2 variables explicatives dans les données essentiellement. Alors, on note la matrice grand X qui est donnée par ça et on a obtenu les résultats suivants. Donc, on a fait le calcul pour vous. Donc, on a x' fois x égale à ça, x' fois y égale à ça, y' fois y égale à ça. Donc, la question, c'est de donner la valeur de grand T. OK? La valeur de grand T. Ce grand T là, c'est quoi? OK? On vous donne x' fois x. On connaît x. Donc, on sait qu'il va de 1 jusqu'à donc 1 et puis et t. Donc, 1 à t, t ligne, 3 colonnes. Donc, quel serait donc grand T? Il faut juste aller calculer x' fois x et essayer de voir ce que ça donne. D'accord? C'est juste que ici, quand vous prenez donc le modèle comme ça, bon, vous avez déjà donc la matrice x' qui est donnée. Donc, quand vous transposez cette matrice qui est x, vous allez avoir x' qui est comme ça, donc transposé. Et quand vous essayez de calculer, ok, c'est égalité, hein, il y a égalité ici. Ici, là, il y a égalité. C'est pas à côté. Donc, quand vous essayez de calculer ça, vous allez voir ça fois ça, c'est ça qui va vous donner t. Ok, donc le premier élément de la matrice x' fois x, c'est t. Ça fois ça fait t. Ça fois ça fait la somme de x2. Ça fois ça va faire la somme de x3. Ça fois ça va faire la somme de x2. Ça fois ça fait la somme de x2 carré. Ça fois ça fait la somme de x2 fois x3. Puis ensuite, ça fois ça va faire la somme de x3. Ensuite, ça fois ça, somme de x2 fois x3. Ensuite, ça fois ça, somme de x3 carré. Dites-moi s'il y a quelque chose qui est flou. Et ça, c'est la matrice x' fois x. Donc, il doit être égal. Donc, il y a une égalité ici qui a sauté, qui est égale à cette matrice-là qui est donnée dans l'exercice. Ça, x' fois x. Donc, par identification, si ça doit être égal à ça, c'est que 30 doit être égal à t. Et ça égal à ça. Ça égal à ça. Ainsi de suite. Mais comme c'est t qui nous est demandé, pas besoin d'aller loin. Il faut juste dire que t égale à 30. OK? C'est bon, donc on aura t égale à 30. Ensuite,
X3 bar. X3 bar, donc la moyenne de X3. Donc, pour avoir X3 bar, on sait que X3 bar, c'est quoi? C'est 1 sur T. 1 sur T, la somme de X3T, n'est-ce pas? Ça, c'est X3T. X3T égale à 0. La somme de X3T égale à 0. Donc, assurément, X3 bar aussi égale à 0. Est-ce que je l'ai écrit? C'est quoi je fais là? Ok. C'est ça. Donc, X3 bar, ça fait 1 sur T de X3T. Et puis, donc, on sait que cette somme-là, donc, quand vous voyez, cette somme, c'est là. Donc, lui, c'est 0. Donc, on doit dire X3 bar est égal à 0. OK. Ensuite, corrélation entre X2 et X3. Donc, c'est quoi la définition de la corrélation? Là, je vous amène un peu donc, dans quelques rappels encore en même temps. La corrélation, c'est vraiment la covariance entre X2 et X3 divisé par la variance de X2 fois la variance de X3. Et la covariance entre X2 et X3, la covariance est donnée par 1 sur T, la somme de X2, T, X3T, moins X2 bar, moins X3 bar. Alors, cette somme-là, bon, ça, on sait que c'est 0. X3 bar égale à 0, donc ceci va donner 0. Maintenant, 1 sur T, somme de X2T fois X3T. À quoi ça correspond? X2T, X3T, ou bien c'est la même chose ici. C'est 0, ou bien encore 0. OK. La somme, c'est 0 ou 0. Donc, ici ou là, c'est la même chose. Donc, ça donne toujours 0. Donc, vous aurez vraiment ça qui est égal à 0. Bien, ça aussi, c'est 0. Donc, vous aurez vraiment cette corrélation qui est nulle. OK. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Des questions sur le calcul? OK. Le petit 2, il dit de donner les estimations des paramètres alpha 1, alpha 2, alpha 3 et l'estimation donc de sigma carré par la méthode de moindre carré ordinaire. Donc, il faut juste aller directement à la formule que vous connaissez de MCO. Donc, vous savez que le bêta chapeau, donc, il est donné par ça x' x moins 1 fois x' y. OK? Donc, j'essaie de ramener vraiment la balle à terre et pour calculer chaque chose de manière précise pour vous montrer que non, cette expression n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est vraiment c'est une formule qui permet d'avoir vraiment les coefficients. Et c'est cette formule-là qui est utilisée par les informaticiens. Donc, on utilise cette formule-là pour calculer. Donc, dans les logiciels, quand vous allez rentrer et quand vous allez voir, on va faire, quand on va estimer les modèles, les logiciels vont nous donner directement les coefficients. Mais c'est à partir donc de cette formule-là que les logiciels vont donner les coefficients. Mais comment les logiciels font pour donner les coefficients? Ils font ces calculs-là que je vous amène à faire. Bien sûr, bien entendu, ça ne vous sera pas donné à l'examen. OK? Ça ne vous sera pas donné à l'examen de calculer le déterminant d'une matrice, ensuite de pouvoir inverser la matrice, ensuite de le multiplier par x' fois y, comme ça, et d'avoir finalement le coefficient. Non. Le professeur Douglas ne va pas gérer donc le cas de pratique. Il va rester dans la théorie. Mais vous vous ramenez à comprendre que ce qui est théorique, okay, que vous voyez, est quelque chose vraiment qui s'applique, okay, qui s'applique vraiment. Donc, je vous amène à aller étape par étape, à calculer vraiment vous-même avec la main, à vous rendre compte que ce n'est pas abstrait. Okay? Donc, le coefficient d'estimation vraiment est donné par x' x moins 1 fois x' y. Maintenant, on vous a donné le x' fois x. Okay? C'est celui-là. Donc, il faut arriver à inverser cette matrice-là. Pour inverser une matrice,
on sait qu'il faut calculer d'abord son déterminant. Donc, c'est pour ça que je suis allé calculer le déterminant de x'. Donc, calculer le déterminant de cette matrice-là, ben, vous pouvez le calculer donc par la ligne. Donc, ça fait 10 fois donc, le déterminant donc, de ça et ça. Donc, plus 0 et fois le déterminant de vous barrez la ligne. Vous laissez donc le calcul des déterminants. C'est la formule, vous pouvez trouver ça sur Google. Mais vous allez vous rendre compte que le déterminant donne 2000. OK? Donc, l'inverse, ça va faire 1 sur déterminant fois la comatrice. Donc, bon, la formule donc, pour calculer l'inverse d'une matrice aussi, je ne les ai pas mis donc dans le rappel parce que ça ne sera pas utile pour vous pour la validation du cours, mais il est question essentiellement donc d'inverser cette matrice-là, la matrice x' fois x. Il faut l'inverser d'abord et trouver quelque chose de ce genre. Ensuite, le multiplier. OK? Parce que la formule, c'est ça. C'est x' fois x moins 1 multiplié par x' fois y. Je pense que cette matrice aussi vous a été donnée dans l'exercice. C'est ça. Donc, vous allez multiplier ça fois donc le 15, 20, 10. Quand vous multipliez ça, vous finissez par avoir quelque chose de ce genre. Donc, vous aurez un vecteur avec 3 lignes, une colonne. 3 lignes, une colonne, ça. Donc, assurément, alpha 1 chapeau serait celui-là, alpha 2 chapeau égale à ça, alpha 3 chapeau égale à ça. Donc, à la main, vous avez estimé votre modèle, OK, en trouvant les coefficients d'estimation à la main. OK? Donc, vous avez les coefficients d'estimation à la main. Et puis, le sigma chapeau, ce n'est rien d'autre que vraiment 1 sur t moins k moins 1. Bon, k ici, c'est le nombre de variables, donc c'est 2. Donc, ça va faire t moins 3, donc 1 sur 27, fois epsilon chapeau prime fois epsilon chapeau. Donc, il va falloir que vous trouviez donc epsilon chapeau. OK? Epsilon chapeau, ce n'est rien d'autre que quoi? Y moins Y chapeau. OK? Parce qu'une fois que vous avez alpha chapeau, vous pouvez trouver Y chapeau en faisant quoi? X fois alpha chapeau. Laissez-moi vous montrer. Modèle sous forme matricielle. Okay, je ne l'ai pas ici, mais voilà, ici. Donc, on a Y égale à X alpha chapeau plus epsilon. Donc, vous allez voir que le Y chapeau, c'est X alpha chapeau. OK? Le Y chapeau, c'est X alpha chapeau. Et epsilon chapeau, donc les erreurs estimées, ne sont rien d'autre que Y moins Y chapeau. OK? Les erreurs. Donc, l'écart entre la réalité et puis les estimés. Donc, vous prenez ce vecteur-là que vous multipliez par lui-même. Enfin, vous multipliez par sa transposée, quoi. Sa transposée fois lui-même. Et vous pouvez avoir le sigma chapeau. Et une fois qu'on a le sigma chapeau, on peut répondre à la question 2, à la question 3 maintenant. OK? Parce que la question 3 dit, on va donner maintenant l'intervalle de confiance au niveau 5% pour alpha 2 et alpha 3. C'est-à-dire tester au niveau de 5% la significativité des coefficients du modèle. Donc, c'est là que je voulais appliquer un peu donc, le rappel que j'avais fait la dernière fois. Je voulais l'appliquer pour vous donner un avant-goût avant que le prof ne vous parle donc des tests. Donc, quand il va mettre la formule, vous aurez une idée un peu donc de d'où ça vient, à quoi ça signifie, quelle est son utilité. OK. Donc, vous avez vu, j'ai mis avec la main, avec un autre stylo déjà. Donc, je sais que cette formule, vous le connaissez dans le cours. Donc, la matrice de variance-covariance de bêta chapeau, okay, est donnée par sigma chapeau carré fois x' x moins 1. Est-ce que vous êtes correct avec ça? Je pense qu'on n'est pas encore rendu jusqu'à là. On n'est pas arrivé là. Dans le cours, on n'a pas encore rendu jusqu'à là. Même la formule calculée avec méthode MCO, on n'a pas encore. Vous n'avez pas vu dans le cours. Non. Ça, vous ne l'avez pas?
Non, pas encore. Je crois. Normalement, oui, vous devez l'avoir. Oui, vous devez l'avoir normalement. Parce que la dernière fois, vous me parliez de l'espérance itérée. OK? Oui, mais l'espérance, c'était dans le premier cours, je pense. Le prof a déjà parlé de ça, mais la deuxième formule là, de alpha, chapeau, Non, non, le bêta, dans le cours, c'est bêta, bien sûr. plutôt le bêta, oui. Le bêta chapeau, vous avez montré que bêta chapeau est sans biais, n'est-ce pas? Non. Oui. Oui. Pardon? Il ne vous a pas parlé de l'espérance de bêta chapeau pour dire que c'est égal à bêta? Si, on a déjà vu ça. MCO, définition de bêta chapeau. Oui. On a dérivé de H' alpha et on s'est arrêté ici. Ici, là. Oui, on s'est arrêté ici. Mais la formule, on ne l'a pas encore écrite. Cette formule-là? Oui, pas encore. Oui, on n'a pas de formule, oui. Oui. Moi, c'est la première fois que je vois cette formule. On l'a déjà fait dans un ancien cours, mais avec M. Douglas, on ne l'a pas encore vu. OK. Mais là, donc, c'est sûr que donc, vous n'avez pas pu faire tous les exercices alors, parce qu'en réalité, c'est vraiment sur la base de ça que tout a été fait. Hein. Même ici, tous les exercices. Puis on s'est arrêté dans MCO, définition bêta, et puis on a juste fait les dérivés. Non, ça m'étonne. Attendez, c'est combien de séances de cours vous avez déjà fait? Pardon? Vous avez déjà fait comme plus de 3 séances, n'est-ce pas? Oui. Oui. Ça m'étonne quand même. Hein. OK. OK. On a fait 3 séances, pas plus. OK. Donc, 3 séances. Normalement, vous devriez avoir la formule de bêta chapeau. On a déjà fait la méthode des moindres carrés ordinaires. Oui. Oui, donc, la minimisation donc, des erreurs quadratiques. Non, on n'a pas fait. Non. C'est juste la règle de chaîne. Oui. H' alpha. Parce que vous avez, je pense qu'il a sa fonction G de bêta égale quelque chose. Et puis, il a fait minimiser sur bêta. Et puis... oui, la dérivée de G de bêta par rapport à bêta. C'est ça. On s'est arrêté là. Il a commencé à expliquer la dérivée, puis il a donné un exemple très simple pour le calcul des dérivées. On n'a pas fait les dérivées matricielles. OK. Juste un petit exemple. OK, il n'a pas fait la dérivée. Non, il n'a pas fait la dérivée matricielle, oui. Il a juste écrit la formule. OK. Il a fait la dérivée. OK. Ça me paraît quand même un peu bizarre, mais bon. Parce que jusqu'ici, il devrait quand même avoir à faire la dérivée pour vous donner l'expression donc de le coefficient estimé. OK. De toute façon, le alpha chapeau, là, cette formule que vous venez d'expliquer là, on n'a pas encore fait au cours. OK. Bon, ici, dans l'exercice, c'est alpha, bien sûr, mais ça dépend de l'exercice. Bon, ici, là, je l'ai nommé alpha. Mais ici, c'est B, mais ici, c'est bêta. OK. Dans l'exercice. Donc, ça dépend de le bêta chapeau, c'est rien d'autre que le coefficient d'estimation. Donc, il peut prendre n'importe quel nom. Voilà, certains peuvent l'appeler θ, mais c'est rien d'autre que le coefficient d'estimation. Ici, par exemple, au lieu que ça soit bêta, c'est B que j'ai mis. Donc, le bêta, c'est B en fait. Mais bon, vous n'avez pas vu. Bon, je comprends. Peut-être que vous ne comprenez pas non plus ce que je racontais, mais normalement, ça ne devrait pas vous poser problème. C'est juste la formule là vraiment. Donc, vous ne l'avez pas vraiment, ça. OK. Ben, si vous n'avez pas ça, vraiment, ce serait difficile vraiment de... Donc, vous n'avez pas pu travailler même le TP, en fait, si je comprends bien. Parce que si vous n'aviez pas ça, c'est sûr que vous ne pouvez pas savoir que... Parce que la question que j'ai posée directement, c'est de donner les estimations, OK, des paramètres comme ça. C'est que ça suppose que vous connaissez la formule des estimés, donc, qui sont x' fois x de tout moins 1 fois x' y. Donc, c'est quelque chose qui doit rester par cœur d'ailleurs. OK. Bon. Donc, on va essayer d'appliquer quand même les tests. Donc, la question de la significativité. OK.
la question de la significativité. Monsieur, s'il vous plaît, avant de passer au test, est-ce que vous pouvez réexpliquer le dernier point de sigma? Ici? Ici? Oui, sigma. Ça? Oui, est-ce que c'est une formule qu'on applique toujours de Oui, la c'est même ça, c'est façon? une formule que, ouais, il va vous le donner. Je ne sais pas que vous n'avez pas encore vu ça. Donc, il va vous le donner aussi à la suite. D'accord. C'est une formule. Tout comme ça aussi. En fait, tout ceci sera démontré dans le cours, quoi. Donc, vous l'utiliserez. C'est-à-dire que la matrice de variance-covariance de bêta chapeau est donnée par sigma chapeau carré x' fois x moins 1. OK? Bon, là, ce qu'on va faire, peut-être, on va l'utiliser. Et puis, une fois que vous allez faire ça, si la démonstration n'est pas claire pour vous, je pourrais revenir là-dessus pour vous démontrer comment est-ce qu'on obtient ça. C'est vraiment des résultats, vraiment du cours. Donc, moi, j'appliquais directement les résultats du cours vraiment dans l'exercice. Donc, la variance vraiment de bêta chapeau ou bien de alpha chapeau ici, c'est vraiment sigma chapeau carré fois la matrice x' fois x, le tout moins 1. OK? Donc, la dernière fois, je vous disais que pour regarder si un coefficient est significatif ou bien si a un poids, donc j'avais donné l'exemple donc de la note de 1 que j'ajoute à votre moyenne générale ou la note de 1 que j'ajoute à votre moyenne sur 100. Donc, vous disiez non que la note qu'on ajoute à sur 100, bon, n'a pas le même impact que la note qu'on ajoute à une moyenne de 4,3. Effectivement, et je vous expliquais qu'il fallait prendre donc la valeur et le diviser par donc la racine carrée de sa variance ou bien normaliser cette valeur-là par son écart type. Donc, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. OK? Et donc, on a cette variance-là, donc de alpha chapeau. Donc, si on veut alpha 2 chapeau seulement, donc on va prendre juste la variance de alpha 2 chapeau, donc qui sera le deuxième élément dans cette matrice. OK? Donc, on aurait cette expression, donc alpha 2 chapeau divisé par racine carrée de sigma chapeau carré x' moins 1, donc le deuxième élément, deuxième ligne, deuxième colonne, qui va correspondre donc à la variance de alpha 2 chapeau. Et vous allez voir, ce sigma chapeau suit en fait une loi, sigma chapeau carré suit une loi de qui 2. Okay? Vous allez voir ça dans le cours. Donc, alpha chapeau, alpha 2 chapeau suit une loi normale. Vous allez voir aussi ça dans le cours. Donc, vu que ça suit une loi normale et que ça suit une loi de qui 2, donc on a une loi normale divisée par racine carrée d'un qui 2, ce qui fait que ça suit une loi de student, ce que je disais. Donc, cette valeur, bon, bien sûr que ça, c'est quelque chose que vous allez calculer de manière réelle hein, avec la calculatrice. Vous connaissez alpha 2 chapeau, c'est 1,5. OK? Le sigma chapeau carré, vous le connaissez. OK? Et la matrice x', vous le connaissez aussi. Il est là. Donc, le deuxième élément de cette matrice, le deuxième élément dans la matrice x' inversée, hein, bien sûr, l'inverse, fois sigma chapeau carré, vous le connaissez. Donc, vous divisez simplement le 1,5 par cet élément, vous avez cette valeur-là. Et puis, vous le comparez à 1,96. Vous voyez, s'il est plus grand que 1,96, vous direz alors que votre coefficient est plus grand que 0, ou bien est significatif. S'il est plus petit que 1,96, vous direz qu'il n'est pas significatif. Oubliez cette formule-là. Je vois que vous n'avez pas encore. Vous n'avez pas du tout fait ça. Donc, on va revenir là-dessus après que vous aurez fait donc cette partie. D'accord? On va revenir là-dessus. Parce que ça, c'est vraiment des formules que vous aurez dans le cours. Donc, vous voyez que je l'applique directement. Donc, des formules que vous devez bûcher simplement. Donc, je vais revenir là-dessus pour vous expliquer ça. Une fois que vous aurez fait ça avant que vous puissiez faire vraiment les TP qu'il vous a envoyés. Parce que c'est la dernière partie donc, les dernières questions donc, du TP. OK? Mais je veux vraiment que vous compreniez vraiment
c'est l'intuition qui est derrière. Parce que quand l'intuition est claire, vous allez bien assimiler vraiment la notion. Pourquoi est-ce qu'on va calculer ce genre de choses et le comparer donc à des niveaux seuils pour pouvoir analyser la significativité. Donc, partant donc de l'exemple, on prend donc 1 qu'on ajoute à la moyenne sur 100 et 1 qu'on ajoute à la moyenne sur 4.3. Vous voyez d'abord qu'on ne peut pas juste comparer 1 comme ça en l'air pour dire est-ce que 1 est significatif ou pas. Donc, c'est sur quelle base on regarde 1. Donc, il faut normaliser ce 1 par sa variance. Donc, ça dépend donc de la variabilité, l'intervalle sur lequel on se retrouve. Si on se trouve sur une échelle de 0 à 100, 1 pourrait ne pas être significatif, mais si on se trouve sur une échelle de 0 à 4.3, 1 pourrait être significatif. Donc, l'échelle de la variabilité sur laquelle on se trouve déterminera donc la significativité donc du coefficient qu'on veut tester. Donc, dans ce cas, c'est alpha de chapeau qu'on veut voir. Est-ce qu'il est significatif? Il faut vraiment qu'on normalise alpha de chapeau par son écart type. Donc, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc, c'est juste ça ce qu'on fait. Maintenant, au cas où, vous voyez ici, on veut le comparer à 0.8. Si on veut le comparer à 0.8, c'est que il faut vraiment calculer alpha 3 chapeau moins 0.8 normalisé par sa variance. Okay? C'est-à-dire, c'est ce que je fais ici. Donc, j'ai calculé, je ne sais pas si vous voyez très bien, j'ai fait alpha 3 chapeau moins 0.8. Okay? C'est ça que je vais voir. Okay, est-ce que ça, c'est proche de 0? C'est-à-dire, pour analyser si alpha 3 chapeau est proche de 0.8, ça revient à se poser la question si alpha 3 chapeau moins 0.8 est proche de 0. Donc, ça revient au même travail. Il faut prendre alpha 3 chapeau moins 0.8 que vous normalisez par la racine carrée de la variance de alpha 3 chapeau pour voir ce qui sera supérieur ou inférieur à 1.87. Je rappelle que 1.87, vraiment, c'est le niveau seuil à 95%. Donc, dessus la loi de Student. On va revenir là-dessus encore. Je vois que vous n'avez pas encore... ça m'étonne quand même. Hein. Ça m'étonne. Je ne sais pas si c'est à cause que c'est en ligne que ça... OK. Donc, on va revenir là-dessus pour l'expliquer encore en profondeur. Mais déjà, je veux vraiment vous mettre l'eau à la bouche pour ceux qui n'ont jamais fait donc des tests dans leur vie. Je vous mets l'eau à la bouche comme ça vous permettra de mieux comprendre aussi le cours. Et puis, je reviendrai là-dessus parce que une bonne partie donc du TP, où il y a la majorité des points quand même est sur la partie des tests. Vous voyez, donc c'est pour ça que ça me tient à cœur que vous maîtrisiez vraiment cette partie-là. OK? Mais je promets qu'on va revenir là-dessus, je pense avec le même exercice pour le faire encore proprement. Et puis, ça vous donnera les outils. OK? Je pense que pour l'heure, on va attendre. Je vais expliquer le lundi prochain. Je vais expliquer le cours essentiellement. C'est-à-dire qu'on va venir, ça sera une séance questions-réponses seulement du cours. OK? Donc, s'il y a des choses que vous n'avez pas vraiment bien assimilées dans le cours, préparez-vous vraiment à poser les questions. Je vais dire, trouvez-vous un moyen de pouvoir projeter votre écran. Mais on va le faire tout de suite même. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez les poser. Je vous laisserai à partager vos écrans. Je ne sais pas si vous pouvez y arriver. Mais je pourrais... Attendez, je pense que j'ai un cours ici. Donc, je pourrais quand même vous suivre. Donc, je pense qu'on a fini avec les exercices. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Est-ce qu'il y a des questions pour l'exercice d'abord? Sinon, je prends les questions liées au cours. Je vais ouvrir le cours et puis le niveau que vous voulez, je vais répondre aux questions à ce niveau-là. OK. Alors, est-ce que vous avez des questions dans le cours? Quelque chose que vous avez fait qui n'est pas assez clair?
Bien, tout est clair d'ici là. Je vois que déjà, vous avez fait donc l'estimation. La dérivée de G de bêta par rapport à bêta. Et donc, il y a deux manières donc de le faire. Vous avez donc le bêta chapeau qui est la somme de xt prime moins 1 fois la somme de xty. Okay, ça, je pense que vous l'avez. C'est ça, hein? Et puis, c'est le bêta chapeau égal à x' x moins 1 fois x' y que vous n'avez pas. Okay. Alors. On n'a pas cette formule, moi. Je ne l'ai pas sur mon cahier. Là. Donc, il n'y a pas du tout de formule non plus. Je ne sais pas si c'est moi qui ai raté quelque chose le cours passé ou bien c'est pareil pour tout le monde. Donc, si je... Attendez. Donc là, vous avez fait l'exemple, supposé k égale à 2, xt égale à 1 pour tout et puis vous avez fait il vous a fait le graphique, c'est ça? Vous n'avez pas fait de graphique? Vous avez fait la représentation matricielle? Non, moi, je n'ai pas de graphique. Oui, moi non. Pardon? Mais ce qu'on a fait, c'était juste un exemple d'échantillonnage. Je n'entends pas. Est-ce que vous m'entendez maintenant? En fait, je vous attends de loin. Ok, l'exemple qu'on a fait, c'était juste un exemple d'un échantillon. Oui, c'est ça. C'est ça. Juste avec, oui, c'est ça, on l'a fait. Ok, et puis après ça, vous avez fait donc estimation MCO, oui, et puis il vous a fait la minimisation donc de la somme de t allant de 1 à grand T, xt, xt prime bêta, le tout au carré. Et ensuite, vous êtes arrêté sur la différenciation matricielle. On s'est arrêté dans... On cherche bêta chapeau comme la minimisation de la fonction g de bêta. Oui. C'est ça ce qu'on a fait la dernière fois. On s'est arrêté à la solution de MCO. Oui. Ok, donc il n'y a pas de formule. Vous n'avez pas une seule formule là-bas? Non, non. Non, il n'y a pas de formule, monsieur. Pas de formule. Ok. Bon, donc, bon, d'accord. Là, donc, ça veut dire que tout est clair jusqu'à présent. Il n'y a pas de formule qui vous bouleverse. C'est bon? Est-ce que vous allez nous envoyer les tables statistiques pour pouvoir faire les tests? Pas bien entendu. Est-ce que vous allez nous envoyer les tables statistiques pour pouvoir faire les tests? Oh, ben, les tables de statistiques, ça se trouve sur Google, hein, c'est-à-dire, il suffit de taper. Ouais. Vraiment beaucoup de choses. Pardon? Moi, j'ai toujours dans la table de student. Oui, vous l'avez, la table de student, c'est ça? Oui. Oui, c'est correct. Parce que ça, ben, essentiellement, pour vous dire, si, comme vous l'avez constaté dans le TP, vous n'aurez pas à lire même sur la table, hein, parce que les questions qu'il a posées, c'est vraiment théorique. Il y a aucun, vous n'allez pas du tout calculer même les statistiques pour dire, OK, quelle est la valeur, et puis la comparer à une valeur critique que ce soit. Ce sera exactement comme dans le cours qui va le faire, que vous allez juste écrire. Donc, il n'y aura pas vraiment à lire dans la table. Donc, pour le coup, mais moi, j'essaie d'être le plus proche donc, de la réalité possible pour vous dire, OK, comment ça se fait. Donc, quand on va regarder un peu dans le logiciel, où le logiciel va faire sortir donc des significativités et tout ça, comment le logiciel a fait pour le faire sortir. Donc, c'est essentiellement dans cette démarche-là que je vous conduis. OK? Mais dans le TP, vous allez voir que vous n'aurez pas besoin, même à l'examen, vous n'aurez pas besoin des tables pour pouvoir lire la significativité ou pas, parce que lui, il ne vous donnera même pas donc, de seuil. Vous n'aurez pas à chercher à quoi il faut comparer donc, la statistique même, puisque vous n'aurez même pas à calculer cette statistique-là. Vous allez juste donner la formule. Mais, moi, je ne veux pas que ça reste donc dans l'abstrait des formules seulement, mais à quoi ça correspond donc ces formules-là? Ça correspond donc à quelque chose qui se calcule et qui s'introduit dans les machines. Et les machines travaillent avec ça pour faire sortir un résultat, ou bien le machine n'est que, c'est comme une calculatrice qui calcule rapidement pour donner le résultat plutôt que de le calculer à la main. Vraiment, c'est ça. OK. Est-ce que vous n'avez pas d'autres questions liées au cours? Alors, monsieur, ce que je peux comprendre, c'est que l'examen aussi va porter sur des trucs théoriques comme ça. Oui, c'est ça, ce sera comme ça l'examen.
Ok. L'examen serait comme ça. Enfin, je vais le dire, hein. C'est-à-dire le jet de bêta que vous avez vraiment fait la dernière fois, là, c'est comme ça que ce sera dans le TP d'ailleurs. Vous allez écrire théoriquement comme ça, tout comme à l'examen aussi. Ils vont vous le demander. OK. Donc, donc, je rappelle encore, il y a un écart quand même entre, comment je vais dire, il y a ce que le professeur attend de vous, voilà, donc que vous validez la matière, donc que vous comprenez le cours, que vous soyez en mesure de démontrer les choses qu'il a démontrées dans le cours. Et il y a aussi ce qui se fait dans la vraie vie, ok? Donc, je suis au milieu là-bas en train de faire le pont, ok? En même temps, il faut que vous arriviez, je ne sais pas si je l'ai déjà abordé la question avec vous, en même temps que vous arriviez à valider le cours, en même temps aussi, il faut que vous sachiez, ok, comment est-ce que vous voulez vous projeter donc dans la vraie vie aussi. Ok. Bon, c'est parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, s'il y a au cours, je pense qu'on va arrêter là. Le lundi prochain, ce sera spécialement vous. Donc, je ne vais pas vous envoyer une fiche d'exercice pour l'instant. Donc, je vais vous laisser avancer un peu dans le cours avant donc d'envoyer une fiche. Et là, donc, il va falloir que vous posiez des questions. Sinon, il n'y aura pas de réponse. OK? D'accord. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on va recevoir la correction et le lien, comme d'habitude. Oui, c'est ça. Je vais espérer que Zoom va bien convertir le fichier le plus tôt possible. Comme ça, je vais l'envoyer cette nuit, quoi. D'accord. Merci. Bienvenue. OK. La correction, monsieur? Oui, bien sûr, je vais vous l'envoyer sans problème. Hein. D'accord. Sans problème. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Donc, excusez-moi, la méthode NCO, on va voir avec le